Aujourd'hui, le 23 février 2020, mon nom est Jean-François Samré, je suis le PDG de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable. Comme son nom l'indique, on est là pour faire la promotion, le développement de projets d'énergie renouvelable. Et donc, on est aujourd'hui à notre deuxième webinaire, une série Indépendance alimentaire et énergie renouvelable, une série qu'on a pensé faire pour vous dans le cadre de la crise que nous vivons actuellement, le confinement. On va profiter du moment pour réfléchir et se poser des questions, notamment par rapport à qu'est-ce qui va arriver avec les deux crises que nous traversons, la crise économique, la crise climatique. Ensemble, face à ce que nous entendons, identifier des solutions, des possibles et voir comment est-ce qu'on peut se donner un meilleur avenir. Donc aujourd'hui, nous avons une thématique d'économie circulaire, donc de l'étable à la table. Et pour réfléchir avec nous, trois invités, trois spécialistes dans le domaine. Annie Levasseur, professeur-chercheur en analyse de cycle de vie à l'ETS. Benoît Bourque, co-directeur général de la coop Agri-Énergie. Et Bruno Labbé, directeur général de la laiterie de Charlevoix. Donc, avant de commencer la présentation, on va faire un bref retour sur les questions de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on avait une thématique qui était sur la production en serre, sur l'énergie. Donc, on a eu une question qui est allée à Mathieu Bélan, qui nous a donc de Vision Biomasse, qui allait en ce sens de dire comment est-ce que vous faites des projets avec les universités? Et Mathieu a répondu à la question en disant mais oui, on fait beaucoup de recherches avec le milieu universitaire et on offre même de l'accompagnement avec différents intervenants qui souhaitent faire des projets de bioénergie. On en a eu une pour André Mousseau qui nous disait les serres ont besoin de chaleur, pas forcément d'électricité. Il y a des moments, il y a des montagnes possibles avec des montages possibles avec l'utilisation de rejets de chaleur, mais le problème est que faire de la chaleur en été? Alors, M. Mousseau répond, ben, vous avez raison qu'il y a des beaux montages à faire, mais néanmoins, il faut savoir que le chauffage est également requis en saison estivale lorsque la température tombe sous les 20 degrés, ce qui se produit principalement la nuit. Et on a eu une autre question qui nous est venue. Il nous demandait si nous réfléchissons à la problématique des changements climatiques à plus grande échelle, est-ce que le fait de se réapproprier de l'électricité pour alimenter les serres, ça ne va pas redémarrer les centrales au charbon aux États-Unis? Eh bien, la réponse à ça, c'est fort probablement non. Et la réponse, allez voir sur la page AQPER.com, rediffusion, vous allez avoir les graphiques, les schémas au long, mais tout simplement parce que le prix des nouvelles énergies renouvelables et même des systèmes de stockage par batterie sont en chute libre. À titre d'exemple, entre 1975 et l'année dernière, le prix d'un watt solaire d'une cellule est passé de 100 $ à 23 sous. Et le prix des panneaux solaires, des cellules installées dans des grandes fermes s'est réduit de 78 % au cours de la dernière décennie. Donc, tout ça pour dire qu'avec le Québec, ces grands réservoirs, il y a fort à parier qu'on ne se rendra pas à repartir les centrales au charbon parce que les mines de charbon aux États-Unis sont en train de fermer et les centrales au charbon également sont fermées les unes après les autres par leurs propriétaires parce qu'elles ne sont tout simplement plus économiques à faire fonctionner. Donc, allons-y avec notre présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, vous avez sur la bande droite un live chat, une période de commentaires. Vous pouvez participer avec nous, poser des questions. Vous avez type your comment, donc vous entrez votre commentaire, vous pouvez l'envoyer à tout le monde ou à la console chez nous. Et si de votre côté, vous lisez des commentaires, vous avez des questions, vous les écrivez, puis vous pouvez vous répondre entre vous. Vous pouvez poser des questions aux commentateurs et mon rôle aujourd'hui sera de leur poser ces questions pour vous. Et si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, vous pourrez dès demain en fin de journée le réécouter sur notre chaîne YouTube, comme plus de 150 d'entre vous l'ont fait. Alors, sans plus tarder,
Allons-y tout de suite avec Annie Levasseur. Annie est professeure à l'université, à l'ETS, École de technologie supérieure, et elle est spécialisée dans tout ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Elle publie beaucoup de recherches et on a travaillé ensemble sur différents comités gouvernementaux. J'ai trouvé que c'était la meilleure personne pour venir mettre la table, parce que tout ça se termine à la table, n'est-ce pas? Donc, venir, c'est très concept, venir mettre la table pour venir parler d'énergie, de carbone, et de biométhanisation, puisque ça sera la trame de fond d'aujourd'hui. Donc, Annie, à toi l'honneur de venir nous présenter, de mettre la table pour tous ces bons produits qu'on va avoir ensemble et qu'on va regarder. Oui, bonjour tout le monde. En fait, tout de suite après moi, il va y avoir deux conférences qui vont être très intéressantes puis qui vont donner deux exemples d'économie circulaire appliquées au secteur agroalimentaire. Donc, moi, ma mission, pour commencer, c'est de donner un petit peu quelques explications de concepts de base. Premièrement, vous expliquer qu'est-ce que c'est l'économie circulaire avec des exemples spécifiques au secteur agroalimentaire. Donc, dans 2-3 minutes, je vais vous expliquer ce que c'est l'économie circulaire, mais en fait, l'idée principale de ça, c'est d'être en mesure de réduire la pression qu'on met sur notre environnement et sur nos ressources. Et pour un peu réfléchir à quels sont les impacts environnementaux liés à la filière alimentaire, il faut vraiment réfléchir avec une perspective de cycle de vie. Donc, si on pense à tout le cycle de vie de ce que vous avez mangé peut-être pour le souper tout à l'heure dans votre assiette, bien, il faut partir évidemment du champ, de tout ce qui est processus agricole. Ensuite, on va avoir différentes étapes de transformation dans les usines. Évidemment, on peut avoir besoin d'énergie à ce niveau-là. Donc, on peut avoir aussi l'impact, on entend parler parfois des emballages, du transport, on entend parler d'achat local versus d'achat d'aliments importés. On sait qu'au niveau agricole, on pourrait avoir, par exemple, au niveau de l'utilisation de pesticides, de fertilisants, des impacts environnementaux. On parle parfois du méthane émis par les ruminants, le méthane étant un gaz à effet de serre qui contribue aux émissions de carbone et au changement climatique. Bien évidemment aussi, une chose à laquelle on est peut-être moins porté à penser, mais tout ce qui est gaspillage, que ce soit partout dans la chaîne, à la ferme, à l'usine, à l'épicerie, à la maison, bien, on sait que les chiffres, c'est à peu près 35 à 40 malheureusement des aliments qu'on gaspille, mais ça veut dire qu'il faut en produire 35 à 40 plus que ce qu'on va manger. Donc, tout ça, évidemment, va avoir des impacts sur l'environnement qui sont divers. Avant de parler d'économie circulaire, c'est bien de parler du modèle traditionnel qu'on pourrait dire que c'est une économie linéaire. C'est qu'en fait, on a vraiment tendance à prendre les ressources qu'on a dans notre environnement, que ce soit des ressources abiotiques ou biotiques, donc des minéraux, des métaux, des combustibles fossiles, ou des ressources comme les arbres pour ce qui vient de la forêt, les pêcheries et tout ça. Et de les transformer, puis de les consommer, puis finalement de se débarrasser de nos déchets, souvent dans des sites d'enfouissement ou dans des incinérateurs. Et tout ça est extrêmement linéaire. Bon, depuis un petit bout de temps, on a tendance à faire certains recyclages de certaines matières, mais quand même pas tant que ça. Donc, de là est née l'idée de l'économie circulaire où, en fait, on veut se rapprocher un peu de quelque chose qui est plus un peu comme sont faits nos écosystèmes. Donc, dans la nature, en fait, tous les déchets sont recyclés puis deviennent l'intrant à d'autres êtres vivants parce qu'on est dans un monde fini. Puis, en fait, il n'y a pas possibilité d'extraire indéfiniment des ressources et de les rejeter à l'autre bout indéfiniment comme des déchets. Donc, l'économie circulaire, c'est vraiment quand même un concept. Et puis, bien, dépendamment des filières, il y a plein d'initiatives qu'on peut faire. Donc, ici, c'est une petite image qui provient de Recycle Québec, qui montre différentes initiatives vraiment liées à la filière alimentaire, qu'on pourrait dire qui sont de l'économie circulaire. Donc, ça peut être au niveau de repenser comment on va utiliser nos ressources, au niveau de l'agriculture durable, évidemment, la réduction du gaspillage. On peut parler de comment est-ce qu'on va, par exemple, réutiliser à la fin de la chaîne, donc que ce soit des surplus alimentaires pour éviter le gaspillage, comment est-ce qu'on peut réduire les déchets d'emballage, donc réduire les emballages, les transports. Puis tout au bout de la chaîne, j'ai mis dans une petite boîte rouge là, le cas de la biométhanisation parce qu'en fait, c'est les cas dont vont nous parler les conférenciers un petit peu plus tard. Donc, pour expliquer le reste des concepts, je vais utiliser cet exemple-là. Donc, qu'est-ce que c'est de la biométhanisation?
La biométhanisation, c'est de prendre des déchets organiques, de la matière organique. Donc, ça peut être des déchets agricoles, ça pourrait être des déchets que vous avez à la maison, donc ce que vous mettez au bord de la rue pour envoyer au compost. On peut faire de la biométhanisation avec ça. Donc, toute matière organique, on peut la mettre dans un digesteur. Et c'est un processus microbiologique, anaérobie. Donc, comme il n'y a pas présence d'oxygène dans le réacteur, les micro-organismes vont transformer la matière organique principalement en méthane. Et le méthane, c'est l'équivalent du gaz naturel. Donc, c'est le combustible qu'on retrouve dans le gaz naturel. Donc, ce gaz-là, qu'on va appeler du biogaz, va pouvoir être ensuite utilisé comme source d'énergie pour remplacer justement le gaz naturel. On peut avoir aussi, quand on transforme toute cette matière organique-là en biogaz, on va avoir un résidu solide qui va être un concentré là, de matière organique qui ne se sera pas transformé en biogaz, là, qui va contenir toutes sortes de minéraux, là, ce qui était contenu dans la matière organique. Et souvent, on peut utiliser ce digestat-là, cette matière-là, pour fertiliser, par exemple. On pourrait la retourner au champ, donc ça va contenir les matières nutritives non carbonées là, qui étaient déjà dans la matière organique. Donc, on voit l'idée de circularité, là, de reprendre la matière organique puis de la retourner comme intrant au processus qui vont ensuite nous fournir notre nourriture à nouveau. Quand on veut voir comment est-ce que l'économie, ces principes d'économie circulaire-là peuvent réduire notre impact sur l'environnement, je vais vous donner l'exemple des changements climatiques. Évidemment, ce n'est pas le seul impact environnemental qu'on a, mais c'est celui dont on entend parler beaucoup à cause du contexte, de la crise climatique que l'on vit. Donc, le changement climatique, en fait, qu'est-ce que c'est, grosso modo? C'est des gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone et le méthane sont les deux principaux. Et donc, on en a naturellement dans l'atmosphère. C'est ce qui fait qu'on a une température stable, relativement stable sur la Terre. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a tendance depuis une centaine d'années à en relâcher beaucoup plus dans l'atmosphère et donc à augmenter la concentration de ces gaz-là, ce qui entraîne une augmentation de température. Donc, comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut réfléchir à comment une initiative d'économie circulaire telle que la biométhanisation, par exemple, peut réduire notre empreinte sur les changements climatiques? Bien, il faut penser en termes de bilan carbone. Et donc, il faut regarder quel effet on va avoir sur le cycle du carbone. Donc, le schéma peut vous paraître peut-être un petit peu complexe, mais c'est qu'en fait, dans la nature, le carbone est présent dans la biomasse, donc dans les forêts, et est présent aussi dans les sous-sols sous forme de combustible fossile. En fait, c'est de la matière organique qui, au bout de millions d'années, finit par rester pris dans des puits géologiques. Et en fait, nous, on est en train un petit peu, depuis quelques dizaines d'années, de déséquilibrer et de prendre ce carbone-là qui est dans les combustibles fossiles puis de le réémettre extrêmement rapidement vers l'atmosphère. Donc, ce qui a pris des millions d'années à déposer là, on le remet en 100, 200 ans à l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle lent du carbone. Puis, bien évidemment, il y a aussi la biomasse, donc les plantes, les arbres, qui, lui, est un cycle court parce que les plantes ont souvent une durée de vie beaucoup plus courte. On émet ce carbone-là de l'atmosphère quand on brûle ou que les arbres ou les végétaux se décomposent. Puis ensuite, c'est reséquestré par cette végétation-là sur des périodes de quelques années, quelques dizaines d'années. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle court du carbone. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, par exemple, comme ingénieurs, quand on veut calculer, c'est quoi l'effet d'une initiative d'économie circulaire sur les changements climatiques? Bien, on va faire le bilan carbone d'une situation d'économie circulaire, puis on va la comparer au bilan carbone de la situation avant qu'on implante cette mesure-là. Un bilan carbone, peut-être que vous en avez déjà vu, par exemple, au niveau national. Donc, on en entend souvent parler parce qu'on dit, bon, comment est-ce que les gouvernements du Québec, du Canada vont arriver à rencontrer les accords internationaux puis à réduire leurs émissions de GES. Donc, ça, c'est une forme de bilan carbone. On va comptabiliser toutes les émissions de gaz à effet de serre envoyées à l'atmosphère sur le territoire québécois ou fédéral. Donc, ici, j'ai mis l'exemple année après année de l'inventaire de gaz à effet de serre du Québec. Donc, on voit la courbe en bleu qui sont les résultats jusqu'en 2017, qui est le plus récent bilan carbone qui a été publié. Puis, la ligne pointillée orange, c'est pour vous montrer les cibles que le gouvernement s'est données pour 2020 et 2030. Donc, on peut faire cette espèce de méthodologie de bilan carbone-là, comme je disais, sur des scénarios d'économie circulaire
par rapport au scénario de base. Donc, je vais vous donner un petit exemple justement avec la biométhanisation. Donc, on aurait très, très simplifié ici le cycle de vie d'une biométhanisation d'une matière organique. Donc, on va avoir, par exemple, le transport de cette matière organique-là vers l'endroit où on va faire le procédé de transformation en méthane. Tout ça, bien évidemment, le transport va émettre du CO2 ou des GES. On peut consommer de l'énergie. Ensuite, on va brûler ce méthane-là pour en retirer l'énergie. Puis là, vous voyez que mon émission de CO2, je l'ai mis en vert parce qu'en fait, ça, c'est du carbone qu'on dit biogénique. C'est du carbone qui fait partie du cycle court du carbone parce qu'il a été capté assez récemment par la matière organique. Donc, ce carbone-là, souvent, est compensé par cette séquestration-là et a un effet nul ou presque nul, dépendamment du bilan. Si on compare ce bilan-là à celui qui est sans la biométhanisation, bien là, je vous ai donné, par exemple, on aurait le cycle de vie du gaz naturel dit fossile, qui va émettre plus de CO2 que celui de la biométhanisation. Puis, bien, on aurait aussi, par exemple, l'engrais qu'on n'a plus besoin d'utiliser, l'engrais chimique, tout son cycle de vie, parce qu'on a un digestat qu'on va avoir utilisé à la place sur nos terres agricoles là, pour aider à la fertilisation des terres. Donc, on va vraiment comparer ces deux bilans carbone-là et voir à quel point notre initiative d'économie circulaire est gagnante et aide à réduire globalement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, les deux conférenciers qui suivent vont vous présenter des exemples extrêmement concrets de ça. Puis, un petit peu, bon, j'ai utilisé l'anglicisme et take-home message. Si quelqu'un connaît un équivalent français, vous pouvez me le laisser dans le chat. Mais en fait, un petit peu, mon message principal, bien, au terme de filière alimentaire, les opportunités pour réduire les impacts environnementaux de notre alimentation sont vraiment très nombreuses. Il y a plusieurs initiatives qui pourraient améliorer autant notre indépendance alimentaire et notre empreinte environnementale. Mais évidemment, chacune de ces initiatives-là, bien, c'est important de les évaluer avec une approche cycle de vie, comme celle que je viens tout juste de vous expliquer, afin de ne pas déplacer le problème et d'optimiser, dans le fond, l'effet de nos actions là, en termes de réduction d'impact sur les changements climatiques. Donc, merci. Puis, si vous avez des questions, je suis disponible. Donc, je vais me faire le plaisir de briser la glace pendant que Nicole ou Yannick ou les gens qui sont sur le chat et qui nous ont écrit un message, ne vous gênez pas pour poser des questions. Ma question, juste pour être certain d'avoir bien compris ce que tu nous dis, Annie, c'est donc si je m'en vais faire du camping et que je brûle 1 mètre cube avec mon brûleur de gaz naturel fossile, je vais émettre du carbone. Mais si j'ai dans ma petite bouteille, j'ai 1 mètre cube de gaz naturel renouvelable, le CO2 que je vais émettre n'aura pas le même impact, bien que j'ai brûlé 2 petites cacanes de gaz naturel. Dans un cas, je vais avoir eu un impact sur les changements climatiques, puis dans l'autre, j'en aurais pas eu. Est-ce que je comprends bien ce que tu nous dis? Oui, bien, je vais avoir eu un impact beaucoup plus faible. Évidemment, le produit va avoir entraîné certaines émissions, là, mais le contenu en carbone au moment où on le brûle, effectivement, si par exemple on l'a produit, je vais donner l'exemple qu'on l'aurait produit avec des déchets organiques, bien, ces déchets-là, si je ne les ai pas utilisés pour faire le méthane, bien, ils vont se dégrader puis ils vont émettre leur contenu en carbone à l'atmosphère de toute façon. Donc, moi, en l'utilisant pour mon petit brûleur, je n'ai pas ajouté une émission de carbone. Par contre, j'ai évité l'émission qui provenait du propane, ce combustible fossile-là, dans le fond, je peux le laisser sous terre et pas l'envoyer à l'atmosphère. Donc, il y a vraiment un effet net très important. Donc, il y a des alternatives qui gagneraient à être connues. Et là, ce qu'on constate, c'est que maintenant, on a un règlement provincial sur la teneur minimale en gaz naturel renouvelable. On va l'amener à jusqu'à 5 d'ici 2025 pour commencer, pour se donner le temps, mais ça serait une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de la province. C'est bien ça, l'ensemble du Québec? Oui, à moins d'avoir, comme je dis, des scénarios vraiment... c'est sûr que parfois, on peut entendre des déforestations de l'Amazonie puis qu'on ne laisse pas repousser les arbres. Bien, à ce moment-là, c'est certain que ça, c'est
c'est pas nécessairement gagnant, mais ça, c'est des scénarios catastrophes. Là, je veux dire, quand on fait de la bonne gestion de notre biomasse, qu'on utilise les résidus et tout ça, c'est certain, c'est très gagnant, ces scénarios-là. Parfait. Donc, Michel Morin nous dit que take-home message, c'est message à retenir. OK, merci. Michel. Et on a Mathieu Belland qui était conférencier avec nous la semaine dernière et qui est de nouveau avec nous. Il dit bonjour Annie. Je me demande si on parle d'une même matière première, si on parle d'une même matière première, quelle serait la différence en termes d'éléments nutritifs pour les plantes entre le digestat et un produit de compost? Est-ce qu'il y a une dégradation des éléments nutritifs entre le digestat et le compost? Bonne question. Je ne suis pas spécialiste des réactions qui se trouvent dans les deux cas. On a une digestion par les micro-organismes. Donc, dans le cas d'un compost, c'est des micro-organismes qui vont utiliser l'oxygène. On va avoir une digestion aérobie, qui ça va produire du CO2 et ça va laisser de la matière nutritive dans le compost. Puis, dans l'autre cas, on a une digestion anaérobie, on fait du méthane et on laisse encore là des matières nutritives dans le digestat. Donc, je ne suis pas spécialiste pour pouvoir dire est-ce qu'il y a des différences, des très grandes différences. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Là. Mais grosso modo, le phosphore et l'azote vont avoir tendance à rester et dans le compost et dans le digestat. Donc, ça devrait être quand même relativement similaire. Là. Mais est-ce qu'il y a des différences de forme après parce que ça a été transformé par les micro-organismes? Là, je ne saurais pas dire. Bon, Mathieu dit merci beaucoup. Mais je pense qu'il y a également, en parlant avec plusieurs producteurs agricoles, eux, de leur côté, il y a également un souci de bilan carbone de la terre, c'est-à-dire on ne peut pas extraire tout le temps du carbone du sol. Donc, le fait de retourner localement le carbone a un avantage parce que c'est une boucle, c'est circulaire. Oui, bien c'est sûr que si, parfois, ils peuvent faire des mélanges aussi sur les terres. S'ils jugent que le digestat ne contient pas suffisamment de carbone, mélange avec du compost qui provient d'une autre source, on peut optimiser aussi la différente façon dont on récupère la matière organique et qu'on la retourne à la terre. Super. Bon, parlant de terre, partons de la grande théorie et appliquons-le directement dans un cas concret de producteurs agricoles dans la région de Warwick qui ont décidé de se mettre ensemble et d'amener une solution économique, mais également une solution pratique parce que c'est des gens qui ont un souci environnemental. Dans un premier temps, ils vivent sur leur terre, ils sont les premiers à vouloir y faire attention. Donc, on a avec nous Benoît Bourque, que je vous ai présenté tantôt, qui est le co-directeur général de la coop. Et donc, il va venir nous expliquer plus à fond. Donc, on parle de la terre, on parle d'économie circulaire et on va partir du lait. Puis tantôt, le lait, on va le suivre jusqu'à la laiterie. Mais parle-nous de ce projet et comment est-ce qu'il s'inscrit dans une économie circulaire que nous a présenté Annie. Oui, bien bonsoir. Bien, d'abord, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir justement vous présenter notre projet de biométhanisation agricole coopérative. Puis en fait, c'est une première au Québec là, que de former une coopérative agricole qui va dédier là, sa production en fait en énergie renouvelable. Puis c'est aussi un projet en fait qui est intéressant du point de vue de la collaboration là, entre différents organismes sur le terrain pour monter ce projet-là. Donc là, notamment dans notre contexte ici, là, la coop Agri-Énergie Warwick travaille avec la coop Carbone pour développer ce projet-là. Et peut-être un petit mot avant d'aller plus loin justement sur la coopérative de solidarité carbone. Elle a été fondée en 2011 et c'est une coopérative à but non lucratif qui a pour mission d'agir face à l'urgence climatique en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs partout au Québec pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, la coopérative est active là, dans différents secteurs, notamment la mobilité, qui inclut la logistique urbaine, la mobilité partagée. On est présent sur le marché du carbone, l'accompagnement aussi. Mais ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est vraiment la biométhanisation. Et donc, la biométhanisation agricole coopérative, nous, c'est une histoire qu'on a commencé à développer de manière beaucoup plus active dès 2016. En 2018, on rencontrait des producteurs agricoles justement dans la région de Warwick pour commencer à discuter avec eux de ce projet de biométhanisation. Et au printemps 2019, les producteurs avec lesquels on avait eu une discussion là, depuis plusieurs mois ont décidé de créer leur première coopérative, la coop Agri-Énergie Warwick, pour justement aller de l'avant avec le projet que je vous présente aujourd'hui,
le tout en collaboration avec Coop Carbone. Donc, peut-être si, pour aller de l'avant, on a eu quand même des bonnes notions de base là, qui viennent de nous être présentées, peut-être mettre l'emphase sur certains petits aspects aussi, le vocable notamment. Donc, souvent, on va entendre parler de GNR, de gaz naturel renouvelable. C'est la même chose que du biométhane, en fait. Et donc, c'est une forme d'énergie renouvelable, comme on vient de le voir, qui est produite à partir de biomasse. Puis peut-être mettre l'emphase sur le fait que, et surtout dans un contexte d'économie circulaire, en fait, c'est le fait aussi que ce sont des résidus organiques qu'on tend à vouloir valoriser pour produire cette énergie-là, que ce soit des matières organiques résiduelles, les fameux bacs bruns, des bouts de traitement qui viennent des eaux usées, le biogaz de site d'enfouissement, des résidus aussi de fabrication agroalimentaire. Et ça, on va voir un exemple un peu plus tard d'ailleurs, de culture aussi. Puis nous, l'attention, là où on porte une attention particulière, c'est vraiment la valorisation des fumiers et des lisiers, qui sont une source importante de méthane parce qu'on va les entreposer généralement à la ferme dans une fosse. Et puis là, ils vont émettre du méthane à l'atmosphère. Puis en fait, je pense que c'est intéressant de savoir que dans le bilan, tout à l'heure, on voyait là, un graphique avec le bilan des émissions au Québec. Donc, en 2016, je pense que le bilan était autour de 78 millions de tonnes de CO2 équivalent. Et de ça, il y avait quand même 2 millions de tonnes qui sont émises par les fumiers et les lisiers. Donc, ce n'est pas autant que le transport, vous me direz, mais c'est quand même une source d'émissions qui est quand même importante. Puis en fait, c'est l'une des plus importantes dans le secteur agricole. Donc, tout ça pour dire, si je reviens au GNR, on en a parlé tout à l'heure justement, c'est une gestion en absence d'oxygène, de la biomasse qui va nous amener à produire un biogaz qu'on va purifier et ensuite qu'on va injecter dans le réseau gazier. Dans notre cas, à Warwick, c'est le réseau d'Énergir. Et donc, on l'a vu, là, ça remplace le gaz naturel d'origine fossile, ça nous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui est important de mentionner, c'est qu'on en parle comme une nouveauté au Québec, mais en fait, c'est une technologie qui est quand même mature, qui est éprouvée ailleurs dans le monde et qui, en fait, on voit là, plusieurs sites aux États-Unis, des milliers de sites, en fait, en Europe, et notamment, aujourd'hui, on met l'emphase sur le GNR, mais le biogaz peut aussi permettre là, de produire de l'électricité. Donc, maintenant, si je vous propose un petit aperçu de notre projet, là, vous voyez dans le fond un petit schéma de ce qu'on propose de construire. En fait, la construction avait débuté là, en mars dernier, mais après 48 heures en fait, de travaux, on a malheureusement dû suspendre là, les travaux, évidemment, en raison de la raison que vous connaissez, c'est la pandémie. Donc, on espère, nous, dans les prochaines semaines, lorsque les conditions vont le permettre, de reprendre le chantier. Et si tout va bien, normalement, cette usine-là va être mise en service avant Noël cette année. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un site qui fait environ 100 mètres par 100 mètres. Le bâtiment à gauche est l'endroit où on va recevoir les différentes matières organiques là, qui vont être acheminées sur le site, notamment les fumiers, les lisiers qui sont pris dans les fermes avoisinantes. Et on va recevoir aussi d'autres matières résiduelles organiques qui vont venir compléter là, notre recette, si on veut. Et on va les mélanger dans le bâtiment, puis ensuite, on les envoie dans les réservoirs que vous voyez aussi sur l'écran. Le plus gros réservoir, pour vous donner une idée, là, fait environ 20 mètres de diamètre puis 13 mètres de haut. C'est là qu'on produit le biogaz. Le biogaz, ensuite de ça, comme je disais tout à l'heure, va être purifié, ce qu'on appelle, on va l'amener à la qualité pipeline pour être en mesure de l'injecter dans le réseau gazier là, qui passe tout près. Et ensuite de ça, étant donné que c'est une molécule qui est aussi propre que ce qu'on va retrouver dans le gaz naturel, donc on parle de 98 à 100 de méthane, à ce moment-là, c'est une molécule qui est utilisée pour les mêmes usages commerciaux, industriels ou résidentiels là, que ce qu'on fait avec le gaz naturel fossile, mais évidemment avec les économies de GES en prime. Donc, en quelques chiffres, dans le fond, la production de cette usine-là, on parle d'une production de l'ordre de 2,3 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable par année. Ça, concrètement, c'est assez de gaz naturel renouvelable pour alimenter environ entre 1000 et 1300 résidences là, sur une base annuelle. Ça se transpose aussi en réduction de gaz à effet de serre assez significative. On parle de 6500 tonnes annuellement en CO2 équivalent. Et ça, encore là, pour faire une analogie, on parle peut-être de 1500 voitures qu'on retirerait là, sur une base annuelle. Et puis, de mémoire, je pense que pour une municipalité de Warwick, ça représente à peu près 70 en fait, des véhicules là, qui circulent dans la municipalité. Fait que c'est quand même significatif.
Et puis peut-être aussi un autre élément attirer votre attention, c'est le fait que c'est une coopérative et donc l'usine appartient aux membres, aux coopérateurs. Ils sont une douzaine en fait de producteurs agricoles de la région qui se sont rassemblés. On parle de producteurs laitiers justement. On parle aussi de producteurs qui sont en grande culture. On a même un fromager en fait qui a joint la coopérative. Donc lui nous amène son petit lait. Et ça d'ailleurs, on va avoir un meilleur exemple là, dans la prochaine présentation. Un autre élément qui est intéressant peut-être à noter, c'est que l'ingénierie, les travaux, tout ça sont réalisés aussi par une firme québécoise, là, le groupe Génétique. Donc, quand on parle d'économie circulaire, on peut aussi parler d'économie locale puis de favoriser la construction, là, évidemment, d'une expertise locale. Je pense que c'est un aspect qui est important aussi. Une autre façon de visualiser notre projet et qui en fait, je pense, qui fait de la biométhanisation agricole coopérative un très bel exemple d'économie circulaire, vous le voyez à l'écran. Au centre du projet, en fait, ce que vous voyez, c'est le producteur agricole, dans ce cas-ci, un producteur laitier. Évidemment, il va produire du lait, mais il va aussi avoir une production de fumier et lisier. Normalement, dans les circonstances normales, ce fumier et lisier-là, je le disais tout à l'heure, va émettre du méthane dans l'atmosphère. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter le fumier et le lisier et on l'amène à notre usine pour produire le biogaz. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va compléter notre recette avec d'autres matières résiduelles organiques d'entreprises de la région. Par exemple, je vous donnais l'exemple d'un fromager tout à l'heure. Et ça, ce qui est intéressant à ce niveau-là, ça permet non seulement d'accroître la production puis de réduire éventuellement des émissions de gaz à effet de serre, mais ça permet aussi de créer des synergies entre des entreprises de la région, peut-être des synergies qui n'existaient pas initialement. Donc ça, c'est un aspect économique aussi qui est intéressant de ces projets-là. Donc, le biogaz, on va le traiter, on va le purifier et on va, comme je disais tout à l'heure, l'injecter dans le réseau pour pouvoir offrir une énergie renouvelable et propre, très faible empreinte carbone. Mais comme tout à l'heure, on le voyait dans la présentation, il y a deux éléments qui sont produits par le processus là, de biométhanisation. On a le gaz, mais on a aussi donc le digestat. Dans notre cas, c'est une soupe, donc c'est liquide. Et c'est un produit, en fait, auquel on porte une attention particulière parce que ce digestat-là peut effectivement être valoriser le retour à la terre avec un produit qui va avoir une valeur agronomique très intéressante, qui va permettre aux producteurs agricoles, justement, de réduire l'utilisation de certains fertilisants de synthèse pour l'épandage dans leurs champs. Donc, éventuellement, ça va nourrir la croissance de certaines plantes qui vont se retrouver, par exemple, en alimentation animale. Puis éventuellement, vous voyez comment on est en train d'instaurer une boucle circulaire, en fait, donc qui représente l'économie circulaire à ce niveau-là. Et pour boucler tout ça, mais en plus, d'un point de vue économique, c'est un projet qui vient diversifier les revenus des producteurs agricoles parce que le GNR, il est vendu et ça produit des revenus là, qui viennent effectivement, s'ajouter, diversifier les revenus des producteurs agricoles. Donc, concrètement, un projet comme celui-là, c'est effectivement un projet où il va y avoir des bénéfices environnementaux significatifs. On parle de réduction de gaz à effet de serre. On parle aussi de diversification des revenus des producteurs agricoles. Un autre élément qui est intéressant, je pense, à noter, c'est le fait que les digestats vont avoir une charge d'odeur qui est réduite par rapport au fumier et au lisier. Donc, au moment de l'épandage, par exemple, dans la communauté, ça peut être apprécié à ce moment-là d'avoir des produits qui sont épandus puis qui sentent moins fort. Puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, on porte une attention particulière là, aux digestats, la qualité des digestats pour justement valoriser ce retour à la terre avec des produits qui vont avoir une valeur ajoutée particulière. Je dirais que ça fait le tour d'une présentation, évidemment, qui se veut très, très rapide, mais quand même vous donner un survol de ce que peut être la biométhanisation dans le secteur agricole avec des producteurs agricoles. Puis je vous dirais que notre objectif au cours des prochaines années, c'est de développer d'autres usines de biométhanisation agricole coopérative ailleurs au Québec, toujours en travaillant avec les producteurs agricoles pour que ce soit eux, finalement, les premiers bénéficiaires de cette filière qui est en train de se développer au Québec. Puis je finirai peut-être en vous disant que dans le contexte de la crise climatique, c'est sûr qu'on en parle moins ces temps-ci, mais c'est quand même un enjeu de fond qui va revenir. Nous, on est persuadés, en fait, que c'est une approche gagnante que de mobiliser le secteur agricole dans la transition énergétique québécoise pour justement réduire les gaz à effet de serre au Québec là, dans les prochaines années. Donc, voilà mon petit survol de projet. Et puis, je serai ravi de répondre à des questions s'il y en a.
Il y en a, Benoît. On a Kellyanne Landry qui nous dit: est-ce que les résidus agricoles que vous utilisez auraient été à l'enfouissement si vous ne les valorisez, vous ne les auriez pas valorisés, ou est-ce qu'ils auraient été réutilisés? Ben, en fait, nous, le gros de la recette, c'est les fumiers et les lisiers. Donc, les fumiers et les lisiers, justement, ils sont déjà utilisés, ils vont être retournés à la terre puis ils vont être épandus. Mais nous, ce qu'on fait dans un principe d'économie circulaire, c'est qu'on va les prendre, puis au lieu de les laisser émettre à l'atmosphère, ben, on va les valoriser, justement, avant de les renvoyer à la terre. Donc, on allonge le processus avant qu'il soit étendu au champ. Mais ce faisant, ben, on réduit les gaz à effet de serre, on génère des revenus pour les producteurs agricoles et on les retourne à la terre, mais avec une valeur ajoutée. Donc, ça, c'est un bel exemple où, effectivement, on va valoriser ce qui allait à la terre, mais ce qui revient à la terre est plus intéressant d'une certaine façon. Super. Mais là, on va peut-être faire entrer Annie dans la danse parce qu'on a une question de John Arsenault, mais je pense que Benoît s'y a touché un petit peu. John nous demande, est-ce que la biométhanisation émet moins de GES que le compostage par tonne de matière organique? Et donc, dans la réponse que tu viens de donner, Benoît, tu nous disais que, bon, ben, si ça reste dans la fosse, puis que ça va en émettre, et donc, ce que vous faites en faisant la digestion à l'intérieur de réservoir, c'est de le capter puis de le valoriser par un moteur qui aurait remplacé du diesel. Est-ce que c'est à peu près ça? Ben oui, effectivement. Je pense que c'est important de mentionner que je ne suis pas un expert en compost, donc il y a toute une science derrière ça aussi pour comprendre là, la séquestration du carbone puis la dynamique du compostage. Mais au niveau de la biométhanisation, ce qui est clair, c'est que là, on va empêcher du méthane, qui est quand même un puissant émetteur là, de GES. Puis d'autre part, ben, on va effectivement l'injecter dans le réseau, puis à ce moment-là, ben, on va remplacer une source fossile. Donc, on a comme en faisant de la biométhanisation agricole, on va vraiment là, faire deux coups avec la même pierre. Là. Et ça, je pense que ça vient amplifier l'impact. Puis si je peux ajouter aussi, c'est que quand on fait le compostage, si on pense par exemple à la matière organique résiduelle de nos déchets domestiques, si on y va avec le compostage, c'est qu'en fait, on laisse la chaleur et le CO2 retourner à l'atmosphère. L'avantage avec la biométhanisation, c'est qu'on garde le carbone sous forme méthane et on le réutilise pour substituer une source d'énergie fossile. Donc, ça a tendance effectivement à être plus avantageux en termes de bilan carbone. Super. Là, on a une question de Marianne Gagnon qui nous dit, est-ce que le projet a une dimension qui correspond à la production actuelle ou bien il est conçu en vue d'augmenter la production des membres de la coopérative? Nous, c'est sûr qu'actuellement, c'est un projet qui est basé sur le dimensionnement des fermes actuelles. En même temps, je pense que dans les prochaines années, on serait peut-être capable d'accommoder une certaine croissance dans la mesure où je pense que certains de nos équipements seraient capables de produire plus de biométhane et donc de remplacer là, plus de gaz naturel dans le temps. Donc, je pense qu'effectivement, dans le temps, on serait capable d'accroître et d'accommoder une certaine croissance. Peut-être pour aller en complément, pour aller plus loin dans la question de Marianne, corrige-moi si je me trompe, mais il y a une partie des intrants que vous prenez aussi qui est de l'usine de Croustille, pas tellement loin, qui sert d'input aussi pour faire de l'énergie. Absolument. Donc, nous, on va ratisser plus large. Puis oui, les fumiers, les lisiers, c'est à peu près 50 de nos intrants, en fait, pour produire du biométhane. Puis après ça, bien, on va chercher d'autres intrants, effectivement, d'usines dans la région là, qui ont des résidus organiques comme ça qu'on peut valoriser, puis ensuite retourner à la terre. Puis vous pourriez aussi ajouter d'autres membres qui seraient peut-être jaloux, entre guillemets, de voir que quand le voisin qui est dans la coop étend son digestat, ça sent rien, puis chez eux, ça sent, et donc il serait peut-être tanné d'avoir ces draps qui sentent le fumier quand c'est le temps d'étendre. Ben, j'espère que ça va être un beau success story, donc, et puis que, en bon latin, et puis qu'effectivement, ça va donner des idées là, à d'autres pour pouvoir effectivement soit continuer d'accroître la production sur ce site-là ou éventuellement en faire d'autres au Québec. Parce qu'il y a un potentiel énorme, là, puis c'est important qu'on arrive à valoriser cette source d'énergie-là au Québec. Parce que si je reprends une partie de ce que tu as ajouté, puis ensuite on va continuer le chemin de la production agricole vers la laiterie, mais tu as mentionné que si on prend le bilan agricole d'émissions de GES,
c'est la plus importante portion vient des déjections de la production animale. Et la semaine dernière, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir sur notre chaîne YouTube. Donc, tapez sur AQPR sur le moteur de recherche de YouTube. Vous allez tomber sur notre capsule de la semaine dernière. Mais la semaine dernière, M. Lavoie, notre économiste invité, nous disait que, en termes de production animale, le Québec est en autosuffisance, peut-être pas dans toutes les productions, mais exporte néanmoins beaucoup. Donc, ce que tu nous dis, c'est comme les productions animales font des déjections, tout comme nous, ils font des déjections, et donc il y aura un potentiel de reproduire un tel projet ailleurs. Absolument. Puis il y a des études quand même très sérieuses qui ont été faites là-dessus qui démontrent qu'il y a effectivement là, un très beau potentiel pour valoriser tout ça puis produire de l'énergie renouvelable, qui autrement peut justement faire du méthane puis s'en aller à l'atmosphère. Donc oui, tout à fait. Super. Et donc, partant de producteurs laitiers de la région de Warwick, théoriquement, selon le système de quotas de la Fédération, le lait pourrait être acheté par quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement le voisin le plus proche. Mais bref, admettons pour des fins de discussion que le lait part de Warwick et s'en va dans la magnifique région de Charlevoix pour arriver à la laiterie de Charlevoix. Chez l'entreprise dirigée par Bruno Labbé. Donc, Bruno, vous, de votre côté, vous êtes à la fin du cycle et les produits que vous faites vont à la table du consommateur. Là, vous allez nous expliquer qu'ils ne vont pas seulement à la table du consommateur, que vous aussi, vous avez une économie circulaire, puis que vous aussi, vous avez contribué à la réduction des émissions de GES du Québec, puis à l'amélioration du bilan de votre entreprise. C'est exact? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, merci à l'ACPER de m'avoir invité pour nous permettre de présenter un peu ce qu'on a fait à la laiterie Charlevoix. Puis, évidemment, il y a une belle continuité avec la présentation de Annie et de Benoît. Dans la séquence, je pense que, oui, on vient de parler de la production, agricole, de la production laitière, entre autres. Bien, nous, on est le segment suivant dans cette chaîne-là de transformation. Je ne veux pas dire qu'on est à la fin de la chaîne parce que si on parle d'économie circulaire, je pense qu'on est un maillon dans l'équation. La laiterie Charlevoix, donc, c'est une entreprise familiale qui a 70 ans aujourd'hui. En fait, depuis 2 ans. Là, on a fêté les 70 ans il y a 2 ans. C'est une entreprise de 4e génération. Alors, on est toujours très fiers là, de dire que la famille, depuis nos grands-parents, est à l'œuvre dans cette entreprise-là. Vous faisiez un peu clin d'œil de dire que le lait partait de Warwick pour s'en venir à Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. On est un petit peu chauvin dans Charlevoix, donc on aime bien se vanter de notre terroir charlevoisien. Alors, tout le lait qui est transformé chez nous est un lait produit localement, produit dans la région de Charlevoix, produit même dans la vallée de Baie-Saint-Paul, à proximité de la fromagerie. Alors, c'est une entreprise qui a 70 ans d'âge, qui a commencé à faire de la production laitière. On avait notre propre troupeau laitier. On embouteillait du lait en bouteille dans les années 50-60. On s'est tourné graduellement vers la transformation fromagère qui a pris de plus en plus de place au point que depuis 25 ans maintenant, 100% de nos activités sont de prendre le lait de la région et de le transformer en fromage. Donc, vous avez là sur la photo qu'on voit les bâtiments. Il y a 4 bâtiments principaux. Celui en haut à gauche qui est la première usine de production. En haut à droite, c'est une autre usine de production avec des salles de transformation. En bas à droite, un poste d'accueil et en bas à gauche, vous avez l'usine de traitement des eaux usées dont on va parler un petit peu plus en détail là, dans quelques minutes. Donc, on fabrique des fromages fins, on fabrique du cheddar frais du jour. On fait une dizaine de produits différents, de type pâte molle, pâte cuite, pâte semi-ferme, cheddar. Donc, on est assez diversifié. C'est une production qui est distribuée partout au Canada. Donc, la laiterie Charlevoix, si on veut regarder un petit peu ce que ça représente, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a 75 employés à la laiterie. Il y a 2 millions de litres de lait qui sont transformés par année. Ça fait de nous, on se plaît à dire souvent qu'on est un gros petit ou un petit gros. Si on
compare à des productions plus artisanales d'un producteur fromager qui transforme le lait de son propre troupeau, c'est des capacités de 300 à 500 000 litres par année. Les producteurs peut-être connus un peu plus, Boivin, Bergeron, qui transforment 40, 50 millions de litres de lait par année. Donc, on est un peu plus proche des petits, mais on est quand même, pour une petite exploitation, un volume assez intéressant, ce qui nous amène à produire 250 000 kilos de fromage par année. Transformation du lait qui vient, tout le lait qu'on transforme vient des troupeaux de la région de Charlevoix, mais notamment de la région de Baie-Saint-Paul. Sur notre site, on a évidemment une boutique de vente au détail. On est dans une région touristique, on est un économusée, on fait des visites guidées de nos installations. Donc, on reçoit 200 000 visiteurs par année en moyenne. L'année 2020 devrait faire exception avec la crise. On vit une période un peu particulière. On s'attend de faire un été plutôt tranquille cette année. Mais ça, c'est vraiment notre historique des dernières années. Nos produits sont vendus partout au Canada, des provinces maritimes jusqu'à Vancouver, jusqu'à Victoria. Donc, on a vraiment un réseau de distribution qui couvre tout le Canada. Et on a des opérations, évidemment, à Baie-Saint-Paul, toutes les opérations de production, toute l'administration, tout le bureau chef. Mais on a des boutiques de vente à Québec, à Lévis. Puis on a un centre de distribution qui est basé à Montréal. Donc, la particularité d'une fromagerie, évidemment, c'est d'émettre un rejet de fabrication qui est le lactosérum ou le petit lait, que les gens connaissent un peu plus. C'est un produit qui est problématique pour l'ensemble des fromageries, l'ensemble des transformateurs laitiers. On parle de 90% du volume de lait qui se retrouve en lactosérum, donc qui se retrouve en rejet, qui doit être traité. C'est un volume qui est hautement chargé en matière organique, donc il y a encore des résidus de gras, des résidus de protéines. Je fais une comparaison. Si on prend un effluent municipal, la charge organique d'un effluent municipal moyen, ben le volume, le lactosérum qu'on doit traiter, c'est 50 fois plus chargé que la charge d'un effluent municipal. Donc, dans une fromagerie, c'est toujours un problème. La réalité de la laiterie chez nous, c'est qu'on n'est pas relié à un réseau municipal. On est à Baie-Saint-Paul, mais on est un peu à l'extérieur du centre urbain du village. On est à 4 km. Donc, le réseau des eaux usées municipales ne se rend pas jusqu'à la fromagerie. Donc, on doit traiter nos eaux usées de façon autonome et notamment traiter le lactosérum. Historiquement, ce qu'on a toujours fait jusqu'aux années 2000, c'est d'envoyer ça vers les porcheries. C'est un liquide qui est très riche, qui sert depuis toujours à l'alimentation des porcs pour l'engraissement. Mais dans les années 2000, 2002, 2003, 2004, il y a eu une crise dans le monde du porc, ce qui fait que nos partenaires porcheries de la région en difficulté financière, on en a perdu quelques-uns. Et le débouché vers les porcheries devenait de plus en plus difficile. Alors, on s'est tourné vers des solutions alternatives pour avoir une certaine autonomie, être capable de traiter nous-mêmes nos eaux usées, et notamment le lactosérum. Donc, c'est un projet qu'on a initié en 2006 au niveau des études, environnementales, au niveau de la faisabilité, financement. Le projet a commencé à se réaliser en 2010, un budget de 2,5 millions. Et on a mis l'usine en fonction en 2011. Évidemment, on a des normes environnementales à respecter et dès la mise en fonction, on est arrivé tout de suite au respect des normes environnementales. Alors, on était quand même assez satisfait du résultat. Donc, le projet, l'objectif, c'était d'assurer le traitement du lactosérum par biométhanisation. On vient d'en parler assez longuement, de façon assez étoffée, du procédé de biométhanisation. Je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, mais ça nous a permis, par transformation de notre biomasse en biogaz et par la récupération de ce biogaz-là et le traitement du biogaz, d'éliminer la consommation de 100 000 litres de mazout par année, qui était notre consommation historique pour tous nos besoins de transformation. Donc, tous les besoins énergétiques de l'opération de la fromagerie représentaient à peu près 100 000 litres de mazout avec une chaudière au mazout, production de vapeur et réutilisation de la vapeur dans l'énergie thermique de la fabrication. Il y a relié à ça, évidemment, le traitement du lactosérum, mais si on met le lactosérum et les eaux usées, on rejette 25 000 litres par jour d'eau traitée en milieu naturel.
Dans le cadre du projet, on a évidemment fait un effort d'économie de l'eau potable. Donc, on a travaillé à réduire notre consommation d'eau potable par différents processus, différentes améliorations. Au moment du projet, on parlait d'une réduction de 30 %. Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, on est arrivé pratiquement à 50 % de réduction de la consommation d'eau potable de ce qui était avant le projet, avec plein d'autres exercices de rationalisation qu'on a fait au cours des années. Et un autre des objectifs, évidemment, c'était de maximiser l'efficacité énergétique de l'usine. Donc, en cours de projet, on a passé à travers tout un processus de remplacement d'équipements pour utiliser des équipements plus efficaces, plus énergétiques. Le budget de 2,5 millions dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans ce projet-là. Ce n'était pas uniquement le traitement et la biométhanisation, c'était peut-être 1 750 000 pour le volet de traitement. Il y avait encore un autre 750 000 du projet pour les différents autres éléments d'amélioration et de modernisation de tout ce qui avait trait au fonctionnement et au volet énergétique dans l'usine. Bon, on rejette l'eau traitée dans une rivière, donc c'est un procédé. On a une rivière à proximité de la fromagerie. 25 000 litres de liquide à traiter quotidiennement, c'est quand même des volumes importants. On avait la chance d'avoir cette rivière-là. Ça nous a permis de se tourner vers un procédé où on a dû développer une technologie qui donnait un produit à la sortie suffisamment épuré, suffisamment propre pour être rejeté en milieu naturel avec des normes de rejet très strictes sur la DBO, sur les matières en suspension, sur l'azote et le phosphore. Mais la filière de traitement qu'on a utilisée nous permet d'atteindre ces objectifs-là et ça nous a permis d'éviter d'utiliser une partie de l'espace de toute la propriété de la fromagerie pour avoir d'immenses champs d'épuration pour être capable de se débarrasser de ces volumes d'eau-là. Donc, le traitement et le rejet en milieu naturel démontrent quand même qu'on fait un travail assez poussé dans l'épuration de nos eaux usées et du lactosérum. Donc, l'usine de traitement, c'est un bâtiment qui a été construit exclusivement pour ça. Tout est fait par pompage, par des réseaux souterrains. Donc, les eaux usées, le lactosérum sont dirigées vers l'usine de traitement par des conduites souterraines. On transforme la biomasse à l'aide d'un biométhaniseur. Vous voyez à gauche, il y a un bâtiment, il y a un silo. C'est le méthaniseur, c'est un immense réservoir de 60 000 litres qui est rempli à moitié de biomasse, de granules. C'est la partie solide qui fait la décomposition, donc qui fait le travail de transformation de la biomasse en gaz méthane et en gaz carbonique. Donc, il y a tout un procédé, je vous fais grâce de tout ça, mais le silo, on l'a construit comme ça, on a habillé le bioréacteur pour reprendre un peu l'architecture agricole du secteur où on se trouve, puis des bâtiments environnants. Donc, on a eu le soin de donner un esthétique. C'est une usine de traitement, mais on lui a quand même donné un petit look le fun pour que la clientèle touristique qui vient sur le site soit dans un environnement agréable. C'est une usine donc de traitement. Le traitement primaire par méthanisation nous permet d'extraire le gaz méthane. Ce gaz-là est récupéré. Il est non traité. On le passe directement dans une chaudière pour le brûler. On récupère donc l'énergie sous forme d'eau chaude. Et c'est d'immenses réservoirs d'eau chaude à très haute température qui sont maintenus et qui sont réutilisés dans le procédé de traitement. Il y a un traitement secondaire pour abattre la charge organique de façon à rencontrer les normes de rejet. C'est pour ça qu'il y a une serre en avant. C'est un procédé qui ressemble un peu, qui est un peu plus conventionnel, qui ressemble à ce qui se fait dans les systèmes municipaux. Et ce procédé-là, c'est des bassins aérés avec des bouts aérobies. On a utilisé des plantes pour que les racines servent de support aux boues et aux bactéries, donner un petit peu plus d'efficacité au système. Mais ça reste que c'est un environnement qui est plus dédié à la visite touristique, mais ça reste quand même un élément intéressant dans l'ensemble de la filière qu'on a développée. Comme le disait tout à l'heure Benoît, il y a des boues qui sont générées par ce procédé-là, environ 1 mètre cube de boue par jour. Ces boues-là sont accumulées, sont entreposées et sont retournées vers le champ pour faire de l'épandage, pour faire de l'engraissement des champs.
c'est les champs qui sont utilisés pour la production des foins qui servent à l'alimentation des vaches. Donc, on est vraiment dans un cycle circulaire. On traite les eaux usées, on traite le lactosérum, on refait des boues. Les boues sont épandus au champ. Ce champ-là sert à produire les foins qui alimentent les troupeaux laitiers. Donc, on est vraiment dans le cycle circulaire, là, comme on peut le décrire à Annie tout à l'heure, de la revalorisation de la matière organique des rejets. Donc, ça fait le tour de notre projet, assez succinctement, je m'en excuse, mais quand même, là, ça vous montre un peu ce qu'on a réussi à faire à Baie-Saint-Paul. Ah ben c'est succinct, mais ça fait le tour, mais peut-être aussi qu'on aurait mis une dégustation, mais là, on va attendre le déconfinement pour ça. Donc, ce qu'on comprend, Bruno, c'est que vous êtes un petit vite producteur, là, parce que vous l'avez mis en place il y a de ça une dizaine d'années, ce projet-là. Pour fêter votre 60e, vous êtes fait un cadeau d'un système innovateur, très innovateur à l'époque, parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas légion les entreprises qui font comme vous, là. Non, à l'époque, on était une des premières fromageries là, à aborder ce projet-là, à avoir ce type de technologie-là. Il y en a quelques-unes qui se sont ajoutées au cours des années. Aujourd'hui, il y a peut-être 8 ou 9 petites fromageries. Ça reste un projet ambitieux, dispendieux pour des petites entreprises. Avec une technologie, il faut quand même le gérer. Il y a tout un système derrière ça. Il y a quand même un aspect technologique important. Souvent, les gens qui sont producteurs fromagers se concentrent dans leurs activités de production. Mais il y a quand même 7 ou 8 fromageries qui ont suivi dans cette filière-là et qui ont développé des systèmes de méthanisation comme le nôtre. Mais au moment du projet 2006, 2007, 2008, là, on était quand même assez innovant dans ce domaine. Super. Et de mémoire, il y a Natrel qui en a aussi pour ses ou AgroPure, une des deux qui en a aussi pour ses grandes usines maintenant. AgroPure qui a un gros système à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, tout près de Drummondville. Il y a Fromagerie Les Basques qui en a un, Fromagerie Blackburn. Vous avez Champêtre, tout près de Montréal, qui en a un aussi. Au Détour, dans le Bas-Saint-Laurent, Fromagerie au Détour, et puis Fromagerie La Vache à Mayotte en Abitibi. Donc, on n'est pas nombreux là, dans le domaine des transformateurs fromagers là, à avoir des applications de ce type. Super. Donc, si on passe aux questions, Vincent Nadeau nous pose la question, est-ce que beaucoup d'entreprises qui sont en mesure de développer les projets de biométhanisation au niveau ingénierie au Québec? Là, Benoît, tu me corriges, là, mais je dirais qu'il y a la biométhanisation, ça s'enseigne à l'université. Il y a le savoir-faire théorique, il y a le savoir-faire pratique, mais je dirais qu'il y a quoi, une quinzaine de firmes au Québec qui ont des capacités en ce sens? Est-ce que je suis à peu près dedans? Ce serait mon impression. Écoute, je n'ai pas fait une liste exhaustive là, de qui en fait au Québec, mais c'est sûr que c'est une belle expertise qui est présente chez nous. Et donc, mais le nombre exact, là, je ne suis pas certain. Quand on a fait le projet en 2000, à la fin des années 2000, on n'avait pratiquement personne ici. La technologie qu'on a mis en place, c'est une technologie française qui était bien développée en France. Là, on est allé voir d'ailleurs des installations là-bas. Ça commençait à se travailler ici avec quelques firmes d'ingénierie qui regardaient ça. Nous, on a travaillé avec une firme qui a utilisé la technologie française et qui l'a adaptée. Mais je pense qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a quand même plusieurs professionnels là, qui ont développé l'expertise dans ces domaines-là. Oui, non, on va juste revenir parce qu'on est dans notre dernière minute. Si vous avez des questions, info à commercial@qper.com et on va les déposer sur notre site Internet. Vous pourrez les voir la semaine prochaine. Mais je ne peux pas terminer sans répondre à la question de Thierry qui nous dit, on a mentionné 25 000 litres de résidus déposés dans la rivière. Pourquoi on ne les traite pas avant biodégradation? Et je pense que c'est effectivement ce qui est fait. Non, c'est 25 000 litres d'eau qui est retourné à la rivière. Le liquide, le volume de liquide traité est effectivement complètement dégradé. Ce qui est retourné à la rivière, c'est pas de l'eau potable, mais pratiquement de l'eau potable. On aurait besoin d'un petit traitement UV pour éliminer certaines bactéries, puis on pourrait pratiquement passer ça pour de l'eau potable. Quand on la regarde, quand on la fait analyser, c'est aussi clair que l'eau du robinet. Donc, ce qui est retourné à la rivière, c'est de l'eau.
traité. Toute la charge organique a été éliminée, toute la charge d'azote et de phosphore. Il n'y a pratiquement plus rien de présent dans cette eau. Donc, tout ce qui vous manque à votre usine, c'est un petit salon de bronzage pour faire bronzer l'eau avant, au UV avant, puis on a l'électricité renouvelable. On fait même pousser des ananas dans la serre. Bon, mais c'est super. Donc, écoutez, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là avec nous. Partagez, si vous avez aimé ça, envoyez-nous des commentaires également à Info. On ne prend pas juste les questions, on prend les commentaires. La semaine prochaine, on va vous revenir avec quelque chose dans le secteur de la biomasse avant de transférer vers la technologie solaire et notre capsule sur notre semaine sur les pêches qu'on va avoir également. Donc, merci beaucoup tout le monde. Partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, sur YouTube également. Merci à nos participants qui vont se faire un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi à 19h. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée.